Oh, pardon. Donc, je vais recommencer pour être sûr qu'on m'a tous entendu. Donc, tout d'abord, bienvenue à cette rencontre numéro 17 du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes. Conformément à l'article 108.2 du règlement et la motion adoptée par le comité le 18 septembre, nous nous réunissons dans le cadre de l'étude de la capacité du Canada à renvoyer les ressortissants étrangers ayant un casier judiciaire. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à nos témoins pour cette première heure, tous de l'Agence des services frontaliers du Canada, soit Mme Erin O'Gorman, présidente, M. Aaron McCrory, vice-président renseignement et exécution de la loi, ainsi que M. Carl Desmarais, directeur général, direction de l'application des lois intérieures. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Madame O'Gorman, vous avez 5 minutes pour vos remarques, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. I'd like to begin... Bonjour. J'aimerais tout d'abord vous donner un aperçu du processus de renvoi, puis je vous présenterai une analyse détaillée du nombre de renvois. Tout ressortissant étranger qui entre au pays fait l'objet d'une évaluation de non-admissibilité à un point d'entrée par un agent frontalier. S'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne pourrait être interdite de territoire au Canada, elle peut être autorisée à quitter le pays, recevoir une mesure de renvoi ou voir son cas renvoyé à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour une enquête. En d'autres termes, le fait d'être interdit de territoire ne donne pas nécessairement à la SFC le pouvoir légal d'empêcher quelqu'un d'entrer au Canada. Les demandeurs qui sont admissibles à présenter une demande et qui sont jugés à haut risque peuvent être arrêtés par un agent de la SFC et placés en détention. Tous les demandeurs d'asile qui entrent au Canada reçoivent une mesure de renvoi lorsque leur demande est renvoyée à la CISR, mais elle n'est pas exécutable. Faisons un bond en avant d'environ 2 ans, jusqu'au moment où, en moyenne, une décision est rendue sur la demande d'asile. Si cette demande n'est pas acceptée, à ce moment-là, il y a une ordonnance de renvoi. Légal de quitter le Canada dans les 30 jours suivant la date à laquelle leur mesure de renvoi revient exécutoire, lorsqu'une mesure de renvoi a été émise. Malgré cette obligation légale, de nombreuses personnes ne quittent pas immédiatement le pays et certaines se cachent. For example, in the last... Ainsi, par exemple, au cours de cet exercice financier, 12 % des personnes ne se sont pas présentées à leur entretien prévu et 7 % ne se sont pas présentées à leur renvoi prévu. Il y a actuellement environ 30 000 personnes dans le registre des renvois en cours. Les agents de l'ASFC collaborent activement avec bon nombre de ces personnes et travaillent avec elles pour mener à bien leur procédure de renvoi. La SFC a déjà mené 30 900 entretiens de renvoi au cours de cet exercice financier. Le renvoi peut pas être immédiat, comprennent le fait de permettre aux personnes de régler leurs affaires personnelles, de passer les fêtes, soit Noël ou d'autres fêtes pendant l'année, de terminer l'année scolaire ou de se remettre d'une opération chirurgicale. Bien que le chiffre oscille autour de 30 000 depuis 2020, ce chiffre n'est pas statique. La SFC renvoie en moyenne environ 400 personnes par semaine. Parallèlement, la SFC enregistre chaque semaine entre 450 et 550 nouvelles entrées dans le registre des renvois. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié rend environ 70 000 décisions sur les demandes d'asile chaque année, dont 37 % environ sont rejetées. Cela signifie qu'environ 25 900 nouveaux cas seront ajoutés chaque année au registre des renvois. J'aimerais maintenant nous parler de notre registre des personnes recherchées qui compte environ 33 000 personnes. Les listes de personnes recherchées ont fluctué l'une année à l'autre, mais sont restées relativement stables. People on the wanted inventory are... Les personnes qui se trouvent sur cette liste de personnes recherchées sont celles qui ne se sont pas présentées aux procédures de renvoi. Une fois que nous avons établi que ces personnes cherchent
activement échappé au renvoi, la SFC émet alors un mandat d'immigration qui permet aux partenaires chargés de l'application de la loi d'aviser la SFC s'ils les localisent. Pour la sécurité du Canada et de ses citoyens, nous accordons la plus haute priorité aux cas de renvoi liés à la criminalité, à la sécurité, aux crimes organisés et aux violations des droits de la personne. Au cours des 5 dernières années, nous avons presque doublé le nombre de renvois de personnes inadmissibles pour motifs graves tels que la criminalité. Emploie environ 550 personnes qui se sont consacrées à mener des enquêtes en matière d'immigration et aux activités de renvoi. We employ almost Nous embauchons environ 200 enquêteurs criminels dont le mandat consiste notamment à enquêter sur les organisations qui facilitent la fraude en matière d'immigration ou qui sont soupçonnés d'agir illégalement en tant que consultants impliqués dans l'emploi illégal de ressortissants étrangers. À la question de savoir pourquoi nous n'affectons pas davantage d'agents au renvoi, je répondrai que tout a une conséquence et nous répartissons notre personnel entre les nombreux risques auxquels le Canada est confronté à la frontière. Enfin, j'ajouterai que certains défis liés au renvoi concernent les pays qui ne fournissent pas les documents nécessaires à leurs citoyens pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et nous travaillons avec nos collègues d'affaires mondiales pour que les pays délivrent les documents nécessaires. Nos alliés font face aux mêmes enjeux et nous partageons des informations régulièrement sur cette question. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce qui nous permet de passer la parole à Monsieur le député, Madame la députée Kirkland, pour 6 minutes, s'il vous plaît. Thank you, Chair. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Eh bien, vous savez, le titre de notre étude porte sur les expulsions et je sais qu'on travaille aussi sur les agents frontaliers au poste terrestre. Une des femmes qui habite dans ma circonscription a fait des plaintes en ce qui a trait à des cas de discrimination. Elle travaillait à la SFC. Et s'il n'y a pas de respect dans le milieu du travail, je suis très préoccupée. Je me demande comment on va pouvoir alors procéder à ces renvois. Alors, on a entendu un témoignage de la part du président du syndicat de la SFC et quand je lui avais demandé à quel point cette discrimination était répandue dans l'organisation, notamment pour les femmes qui ont eu un congé de maladie ou qui ont été malades, on m'a dit « Ah oui, la SFC a la pire cote dans le sondage des fonctionnaires. C'est comme ça chaque année. Ce n'est pas par accident. On a peur de représailles, on a peur de se faire dénoncer ou de faire face à une enquête qui n'est pas impartiale. Auriez-vous l'obligeance, Madame O'Gorman, de nous dire si vous êtes d'accord avec le président du syndicat ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Réponse. Eh bien, je vous dirai ceci. J'ai entendu le témoignage très poignant qui a été fourni au comité la semaine dernière. Et je peux vous dire que j'ai fait face à des employés qui ont fait face à des expériences inacceptables. Je dois vous interrompre 1 minute, excusez-moi. Écoutez, je veux qu'on soit très clair. Je ne parle pas d'expérience là, je parle d'harcèlement et de discrimination. La terminologie est très claire, je l'ai utilisée pour des motifs très clairs. Une expérience, ça peut être quelque chose de très léger. Le harcèlement, c'est quelque chose de très lourd, la discrimination, c'est très lourd. C'est le point d'éclaircissement que je voulais apporter. Merci, dit Mme O'Gorman, et permettez-moi, s'il vous plaît, de répondre à la question. Je pense que les expériences vécues sont très importantes et peuvent être très poignantes. Je ne suis pas ici pour défendre toutes les personnes à la SFC. Nous avons des systèmes et des procédés en place qui ont été établis afin de répondre à des questions liées au harcèlement et à la discrimination. Je ne suis pas ici pour vous dire que tout fonctionne parfaitement et qu'il n'y a pas des gens qui font face à un harcèlement ou à de la discrimination en milieu de travail. Et je pense que je l'ai déjà dit publiquement. J'ai déjà dit que la SFC doit déployer des efforts à tous les chefs, notamment
dans la gestion pour veiller à ce que nous nous alignions avec notre code de conduite, nos valeurs, et que nous nous alignions avec toutes les politiques qui ont été établies pour éviter de tels incidents et pour que les gens ne soient pas assujettis à un comportement harcelant ou qui est discriminatoire. Donc oui, bien entendu. Bon, j'ai obtenu votre réponse, là. Oui, mais j'ai pas fini, dit Mme O'Gorman. J'ai besoin de points d'éclaircissement, dit Mme Kirkland. Alors, voici ce que j'aimerais vous dire. J'ai l'impression que vous me dites que il y a certaines enquêtes qui ne sont pas impartiales. C'est ce que vous avez reconnu, n'est-ce pas? Vous venez de le reconnaître? Réponse. Écoutez, ce que je dis, c'est qu'il y a des problèmes dans l'agence et cela comprend le fait qu'il y a des gens qui ont été assujettis à un comportement de harcèlement ou discriminatoire. C'est ce que je dis haut et fort. On a besoin que notre système et que nos procédures fonctionnent. On a besoin d'avoir la confiance des Canadiens et Canadiennes. Et pour jouir de leur confiance, nous devons avoir confiance les uns envers les autres. Donc, les gens doivent sentir que ces systèmes et que ces procédés vont les traiter équitablement. Et dans bon nombre de cas, on voit que les décisions sont prises à l'extérieur de la SFC. C'est très important. En fait, nous, on veut régler les problèmes en amont, mais je ne vais pas m'asseoir ici pour vous dire qu'on n'a pas des problèmes. Et je serais ravie, et je vois que vous envisagez d'avoir une étude à ce sujet. Vous voulez notamment parler de ce que nous avons fait et des mesures que nous devons prendre. Et aussi, j'aimerais vous dire que, écoutez, j'ai pas beaucoup de temps, Mme O'Gorman, donc je dois vous poser des questions. La peur des représailles, c'est probablement la plus grande crainte de vos membres. Lorsque vos membres viennent me voir, ils me disent qu'ils ont peur. Quand ils vont parler avec leurs représentants syndicaux, ils ont également peur de représailles. Auriez-vous l'obligeance de me clarifier ce qu'il en est? Je sais que vous avez écrit une lettre à tous les membres de la SFC. On m'a envoyé cette lettre. Vous avez écrit une lettre au sujet de 2 femmes qui se sont prononcées. Vous avez dit qu'elles avaient parlé directement avec le ministre. Moi, je n'ai jamais dit ça dans mon témoignage. Ces femmes ont l'impression que vous étiez en train d'intervenir et que cela donnerait suite à des mesures de représailles. C'était très facile pour ces membres de comprendre qui étaient ces 2 femmes et de les cibler par après. Alors, c'est un exemple probant de cette crainte de représailles dont les membres parlent. Puis-je vous poser cette question? Avez-vous reçu des notes d'information pour la réunion d'aujourd'hui? Est-ce que le ministre vous a envoyé des notes d'information? Non? Vous n'avez pas eu une séance d'information au sujet de la réunion d'aujourd'hui? On ne vous a pas préparé? Réponse. Je suis ici pour vous parler de l'expulsion des ressortissants étrangers. Pouvez-vous me préciser votre question? Moi, je n'ai pas reçu de séance d'information au sujet de certaines personnes ou de cas particuliers. Ah, d'accord, dit Mme Kirkland. Je m'excuse, je vais vous interrompre, dit le président. Je vais maintenant céder la parole à Mme Akan. Vous avez 6 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie d'être venu. Et si vous me permettez, j'aimerais vous poser une question. Cette question s'adresse à tous les témoins. Alors, la motion du comité a dit que 600 ressortissants étrangers avec des dossiers criminels ne s'étaient pas présentés aux procédures de renvoi. Et on essaie d'en trouver 33 190 selon l'inventaire. Nous comprenons que cela est un défi de taille. Et je sais que les conservateurs vous ont attaqué là-dessus dès le départ. Mais qu'en est-il des capacités d'accès légal du projet de loi C2? Comment est-ce que cela pourrait aider la SFC pour ce qui est de votre stratégie d'application de la loi, pour ce qui est des menaces envers la sécurité publique et nationale? Comment est-ce que ça va vous permettre de mieux retrouver ces ressortissants étrangers qui ont purgé des peines et qui évitent leur renvoi? Réponse. Eh bien, pour ce qui est de cette procédure d'expulsion et de renvoi, on travaille avec les forces de l'ordre et je comprends l'importance de l'accès légal. Pour ce qui est du travail de la SCC maintenant, sachez que on ne va pas forcément se prévaloir des dispositions de l'accès légal. On obtient des mandats dans certains cas, des mandats judiciaires bien entendu, mais pour ce qui est de nos opérations,
quotidienne, je céderai la parole à M. Desmarais, mais sachez que l'accès légal, ça ne serait pas un outil qu'on utiliserait à la SFC. Mais je comprends que dans la mesure où cela permet à nos partenaires de la police de traiter des cas de criminalité, à supposer que ces personnes figurent sur la liste en prévision de renvoi, ce serait au programme de la SFC. Donc, cet outil pour l'application de la loi est fort important. Si vous permettez que j'ajoute quelque chose dans le contexte des renvois, mais surtout des enquêtes criminelles, on recourrait à ce mécanisme. Merci. Monsieur McCrory, on a renvoyé plus de 10 000 personnes inadmissibles entre le 1er avril et le 15 septembre. 18 700 et quelques renvois auraient été effectués depuis le 1er octobre 2025. L'agence s'approche de son objectif de 20 000 et quelques renvois d'ici 2026. Alors, vu l'évolution de l'inventaire, on voit qu'il y a 29 542 renvois en cours. Quels rajustements sont en train d'être mis en œuvre pour veiller à ce que les personnes inadmissibles pour des questions de sérieuse criminalité ou de crime organisé, est-ce que ces personnes vont utiliser leur droit d'appel? Et est-ce qu'on va pouvoir les renvoyer à l'intérieur des paramètres? Merci de la question. Nous gérons notre inventaire. C'est une responsabilité de mon collègue, M. Desmarais. Nous avons priorisé les différents paliers. Il y a le palier 1, criminalité sérieuse. Le palier 2, ce sont les demandeurs d'asile en situation irrégulière. Nous gérons nos inventaires. Nous avions un arriéré, comme on l'a expliqué. On vide la baignoire régulièrement, mais elle se re-remplit. On l'a expliqué dans la déclaration. Dans tous nos inventaires, environ 1% des personnes qui y figurent ont une certaine criminalité. Cette semaine, 2,2% de ces personnes parmi les 33 900 ont des antécédents criminels. Mais si vous regardez notre inventaire des renvois actifs auxquels on œuvre, 4,3% de ces personnes ont de la criminalité. Alors, on a 2,3 et 4,3 pour lesquels on progresse. On voit cela dans les résultats côté renvoi. Cette année, au cours des 12 derniers mois, on a expulsé 22 000 personnes. 3,9% d'entre elles avaient des antécédents criminels, soit environ 845 personnes. On met donc l'accent sur les cas sérieux d'inadmissibilité. Vous voyez les résultats. Merci. Le gouvernement s'est engagé à renforcer l'intégrité des frontières. Il y a un engagement s'agissant de recruter 1000 agents de plus. Et dans le budget, on prévoit investir 617 millions de dollars pour rehausser notre capacité. Madame Gorman a dit qu'il y a quelques 500 officiers qui se consacrent aux expulsions. Alors, question. Madame O'Gorman, pourriez-vous étoffer, nous expliquer en quoi ces ressources accrues, avec l'ajout de nouveaux agents, veilleront à ce que l'on maintienne le cap et mise sur les 431 ressortissants étrangers jugés coupables d'infractions sérieuses. Pour revenir au plan frontalier, les fonds alloués pour les nouveaux agents que l'on consacre au renvoi, ils sont à Rigaud. Ils suivent un programme de formation qu'ils vont boucler en février. Et de manière plus générale, pour ce qui est des autres agents, nous allons les distribuer en fonction des différents pans de notre mandat. Donc, il y aura des enquêteurs, il y aura des agents frontaliers et il y aura le soutien, le personnel de soutien. Comme vous pouvez vous l'imaginer, il faut
beaucoup de travail, d'appui, gestion de dossiers, etc., pour que cela fonctionne bien. Même chose pour les clients à renvoyer. Il y a beaucoup de travail. Donc, nous allons renforcer tout le spectre avec les 1000 officiers. Merci, Madame la députée. Madame de Bellefeuille, pour 6 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame Ungerman, de vous être déplacée. Je disais d'entrée de jeu que vous avez quasiment un abonnement à notre comité de la sécurité publique. Merci de vous montrer disponible. Alors, écoutez, vous avez parlé tantôt de toute la question du déploiement des ressources humaines. Vous avez dit que, j'ai pas trop compris le chiffre, peut-être vous pourriez me le répéter. Il y a combien d'agents affectés au renvoi? Et sur vos 1000 nouveaux agents, 800 seront formés à Rigaud et intervenant sur la ligne frontalière. Et les 200 autres, est-ce que ce sont des agents qui vont pouvoir s'ajouter à vos agents de renvoi? Ou? Alors, le nombre, c'est 550 sur les dossiers de renvoi et 200 des criminal investigators, je m'excuse, qui aident et dans le cours de l'ordre les enquêteurs criminels. pour aussi... Syndiqués, ça, Mme Ungerman, les 200, c'est des consultants ou ce sont des agents formés? Des agents formés. Est-ce qu'on peut dire que c'est des FB4 ou des FB3? Ou les FB5. Si je peux me permettre, en fait, sur les 550, c'est des agents d'exécution de la loi. Il y en a 380 qui sont des agents formés et armés. OK. Et puis les 200 qu'on discute, ce sont des agents, en fait, qui sont des enquêteurs criminels, qui sont aussi formés. C'est des FP5. C'est des FP qui sont, dans le fond, ces agents-là, on ne les retrouve pas aux frontières, là, sont spécialisés dans l'enquête dans les enquêtes criminelles. OK. Dans vos agents qui sont les 200, qui sont en adaptation, j'ai su que vous étiez en train de faire un brassage de ressources humaines. Il y a des agents qui ont été formés à Rigaud qui ne peuvent plus porter leurs armes, mais qui exécutent des tâches qui sont FB3, mais dont les gens sont payés FB4. Ça a l'air un charabia peut-être pour mes collègues, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire. J'ai une crainte que vous allez faire perdre une ressource humaine très importante à l'agence en vous départissant de ces 2 agents-là qui ne peuvent pas porter d'armes, mais qui peuvent peut-être contribuer à aider les agents de renvoi ou à aider à d'autres tâches. Actuellement, ils font des tâches FB4, par exemple, ou FB3, mais qui sont très utiles. Alors, si on manque d'agents de renvoi, pourquoi vous prenez pas les gens qui peuvent pas porter d'armes puis vous les mettez pas dans ce secteur-là qui semble être un secteur qui a besoin de ressources humaines? Merci. Et je vais répondre en anglais juste pour assurer que je suis très précise parce que Monsieur le Président, c'est une question très importante. Je souligne encore qu'il s'agit de veiller à ce que l'agence gère la situation conformément à nos exigences budgétaires et en matière de ressources humaines. Je suis d'accord à 100% sur ceci. Les agents de l'ASFC qui ne sont pas armés du fait d'une blessure au travail ou pour un autre motif, absolument, ils contribuent énormément au travail de l'agence. Ce qui s'est passé, c'est que l'agence a raté une étape où il y a des accommodements pour les agents dans le cadre d'un poste classifié assorti de fonds. On a donné à ces personnes d'autres rôles à jouer et donc ces personnes ont retiré leur salaire de la ligne de front. Donc l'exercice en cours vise à veiller à ce que ces personnes jouent des rôles classifiés pour pouvoir contribuer avec toute leur expérience. Nous passons à travers ce processus. Je dirais qu'il s'agissait de veiller à ce qu'il y ait un engagement en continu avec ces personnels pour savoir ce qu'ils faisaient. Les accommodements ont évolué dans le temps. Nous corrigeons le tir. Mais ces personnes absolument ont un rôle à jouer et nous avons pour obligation de faire des accommodements et on a besoin de leurs compétences. Alors, qu'il s'agisse de renvoi ou d'autres aspects du travail de l'agence, il nous faut les mettre dans des postes avec des salaires qui correspondent à leur niveau. Et c'est le processus. Vous dites, c'est que votre structuration pour classifier les gens, il y a aussi un objectif financier pour
Est-ce que c'est quoi? Parce que moi, je suis une gestionnaire d'expérience, puis j'arrive pas à comprendre votre objectif visé par cette restructuration-là dans une organisation comme l'Agence qui manque de ressources humaines. Et j'ai le sentiment que vous êtes en train de provoquer des actions qui vont peut-être pénaliser l'Agence des services. C'est quoi votre objectif ultime par cette restructuration-là? As people, for whatever reason, Au fur et à mesure que les gens, pour quelques raisons, ont besoin d'accommodement, ils ne sont plus armés ou outillés, alors qu'on les retire de la ligne de front dans l'immédiat, ces personnes continuent de prendre leur salaire avec elles. Donc il y a des trous dans la ligne de front. Alors, à titre d'exemple, mais on pourrait faire la même chose n'importe où, un petit port d'entrée où il manque une personne, l'impact sera tel que les autres feront plus d'heures supplémentaires et devront compenser. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est maintenir le salaire sur la ligne de front et trouver un poste pour cette personne pour qu'elle puisse contribuer. Parce que je suis d'accord à 100%, cette personne va apporter toute son expérience au travail. Il s'agit juste de veiller à ce que cette personne ait un poste financé. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens sur la ligne de front soient de moins en moins nombreux à cause des accommodements. Donc, il faut avoir des postes dotés. Et si quelqu'un ne peut pas être sur la ligne de front, alors il faut qu'elle soit remplacée par quelqu'un qui l'est, qui est armé. Nous sommes une grosse organisation. Je ne suis pas particulièrement inquiète. Je ne crains pas qu'on ne trouve pas de solution pour que chacun puisse contribuer. Madame de Bellefeuille, Monsieur Caputo, pour 5 minutes, s'il vous plaît. Thank you all for being here. Merci à tous d'être ici, Madame O'Gorman. Alors, on a promis, le gouvernement fédéral a promis 1000 agents. 0 ont été embauchés. Faux. Combien ont été recrutés? Nous avons 57 personnes recrutées, embauchées. D'ici la fin de l'exercice, je pense que nous devrions en avoir plus de 100. On vise plus que cela. Nous allons recruter nos agents en uniforme sur 3 ans. Je pense que si on allait plus vite que cela, nous risquerions de ne pas respecter nos normes que nous avons maintenues. Excellence, expérience, avec la formation requise. Je comprends cela. Sur ces 57 qui ont été recrutés, est-ce que c'était planifié ou est-ce qu'ils font partie des 1000? Les 1000 nouveaux agents, et vous le verrez dans le budget, eh bien, ça inclut 75 du plan pour les frontières et 925 de plus prévus dans le budget. C'est les deux. Je parle des 57. so we did some risk. Nous avons des personnes qui ont commencé à Rigaud avant qu'on obtienne le budget. Excusez-moi, Madame O'Gorman, mes questions sont concises. Je vous demande de répondre brièvement. Sur les 57 qui ont été recrutés, combien d'entre eux ont fait partie des 1000 promis par le gouvernement? Juste un chiffre, s'il vous plaît. Eh bien, je vous renverrai au budget. Le budget, sauf tout le respect que je vous dois, excusez-moi, je vais arrêter l'horloge. Tout roulait bien, mais à un moment donné, il est impossible pour les gens d'entendre l'interprétation. Alors, veillons à ne pas nous couper la parole à répétition. Madame O'Gorman, je vais être très claire ici. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le. J'ai demandé si, parmi les 1000 nouveaux agents, 0 avait été recruté. Vous avez dit faux, 57 ont été recrutés. Ça laisse entendre qu'ils font partie des 1000 promis par le gouvernement. Alors, je vais être très claire. Sur les 57 embauchés, combien d'entre eux ont fait partie des 1000 agents supplémentaires promis par le gouvernement? Juste un chiffre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je vais chercher à répondre à la question, idéalement sans interruption. Le budget incluait le financement pour les agents. Sur la base de ce financement, qui est dans le budget, 57 personnes ont été recrutées sur la base de ce financement tel qu'étayé dans le budget. Je pose une question très simple et on esquive cette étude concernant 600
ressortissants étrangers dont on ignorait où elles se trouvaient, ces personnes. On pensait que c'était 600. En fait, c'est 33 130. Est-ce bien le cas? Comme je l'ai déjà dit devant le comité, et comme cela est affiché sur notre site Web, il y a environ 33 000 personnes qui sont sur une liste de renvoi, qui se sont cachées, sans mandat. 33 000 personnes et vous ne savez pas où elles se trouvent. Le ministre a en fait dit on a des adresses pour ces personnes, ou on en avait autrefois des adresses. Vous venez d'utiliser un terme qui laisse entendre qu'on ne sait pas où elles se trouvent, ces personnes. Est-ce le cas? Je vais revenir à l'autre question. Non, j'ai posé une question. Sauf tout le respect que je vous dois, madame, je pose des questions ici et je ne vous permettrai pas de faire courir l'horloge alors que je pose des questions très directes. Alors, on a une réponse à ma question. Poursuivons. Vous avez dit qu'il y a eu un tri par des agents frontaliers, ce pour veiller à ce que des terroristes et des criminels n'entrent pas au pays. Mais en fait, on a révélé ici au comité que jusqu'à 50% des agents aux aéroports sont en fait des étudiants. Est-ce que vous conviendrez qu'il y a des étudiants sur la ligne de front qui évaluent indépendamment avec 3 semaines de formation, une semaine pour l'usage de force. Ces personnes font le même travail qu'un agent qui évalue les personnes qui entrent au pays. Nos étudiants font du travail dans les aéroports. Ils ne font pas le même travail pour ce qui est de l'évaluation et des évaluations de risque et des décisions devant être prises en vertu de la loi. Je vous arrête là. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que lorsqu'une personne se présente à l'aéroport, la personne qui les interviews n'est pas un étudiant, vous parlez d'un voyageur ou de quelqu'un qui demande l'asile? Les deux. Le premier point de contact, est-ce que c'est un étudiant? Excusez-moi de vous interrompre, mais la question est importante. Mais on attendra la réponse car vous n'avez plus de temps. Nous passons à M. Assassi pour 5 minutes. Allez-y, je vous prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame O'Gorman. Je dois avouer que vous parlez très, très clairement dans vos réponses. Les députés d'en face ont peut-être du mal à suivre, mais moi, je tenais à vous remercier et à vous dire que nous apprécions votre témoignage. J'ai entendu les chiffres qui ont été mentionnés ici aujourd'hui et je crois comprendre donc que l'agence fait un travail extraordinaire. Vous atteignez des chiffres supérieurs à ce que l'on a vu par le passé. Alors merci pour cela. Pour ce qui est des renvois de personnes qui ont des antécédents criminels, d'après ce que j'ai compris du témoignage, il y a environ 500 agents qui se consacrent à cette tâche. Est-ce le cas? Exact. Et à votre avis, est-ce que ce nombre suffit ou pas? Nous déployons toutes nos ressources sur la base des nombreux risques que l'on sait. Alors, nous avons ajouté des agents supplémentaires précisément pour les renvois. Ce sont des personnes qui vont bientôt être diplômées du Collège de Rigaud et nous examinons présentement la façon de déployer les ressources face à toutes les menaces. Donc, il y a des agents qui ont une formation précise en vertu de la loi et donc nous avons un plus petit bassin qui se consacre à cela. Mais nous déplaçons les gens en continu. Et je dirais ceci, je ne voudrais pas que je sois convoqué ici pour dire que nos saisies de contrebande ont baissé. Donc, il nous faut pister les risques sur le plan géographique et pour ce qui est des menaces qui entrent au pays via des personnes qui essayent peut-être d'exploiter notre système de demande d'asile, les gens qui veulent faire de la contrebande ou du trafic d'armes. Micro, s'il vous plaît. Il y a différentes priorités. Vous jonglez parmi toutes ces priorités. Il vous faut gérer les ressources. Cela étant dit, vu que cette question préoccupe les membres de ce comité plus
particulièrement, êtes-vous satisfaite du nombre que vous avez à l'heure actuelle consacré à ce pan? Oui. Nous parlons de l'inventaire des renvois, mais il est important de comprendre que la SFC travaille étroitement avec des agents d'application de la loi. Alors, je parlerai de l'annonce pour ce qui est des extorsions la semaine dernière. Il y a des personnes qui sont peut-être sur le registre, qui sont peut-être ici avec un visa d'étudiant, qui s'adonnent à des activités criminelles. Et nous pouvons utiliser la loi pour les renvoyer et nous le faisons. Donc, nous nous concentrons sur les registres. À l'intérieur des registres, on met l'accent sur la criminalité, mais nous traitons en tout temps de personnes que nous renvoyons pour d'autres motifs qui ne passent peut-être pas par le processus de demande d'asile. Merci. J'avais une autre question, et c'est une question que je pose souvent aux témoins. Dites-moi, est-ce qu'il y a une dimension technologique qui pourrait vous aider? Est-ce qu'on devrait déployer plus de ressources pour une technologie en particulier afin d'aider ces 500 personnes qui relèvent ce défi? Réponse, oui. Et on peut toujours s'améliorer. Il faut comprendre que c'est véritablement une interaction humaine, en fin de compte. Il faut pouvoir participer, parler avec les gens et procéder aux mesures de renvoi. Mais il y a des solutions de rechange à la détention, donc pour environ 13 000 personnes qui n'atteignent pas le seuil nécessaire pour les détenir, mais on peut penser qu'ils risquent de fuir. Donc, on a des bracelets électroniques pour ces personnes-là. On va les suivre par téléphone et avoir d'autres façons d'en faire le suivi. Et pour ce qui est des ressources à cet effet, est-ce que les ressources sont satisfaisantes? Réponse pour les solutions de rechange à la détention? Oui, et on les augmente. Mais je vais permettre à mes collègues de renchérir. Non, c'est bon. Si vous pensez que c'est adéquat, c'est adéquat. Ça va. J'ai une dernière question. Dans votre témoignage, vous avez indiqué que vous avez également besoin de la coopération des autres gouvernements. Et parfois, ils ne coopèrent pas autant que vous ne le souhaiteriez. Alors, comment est-ce que vous composez avec ce défi? Ça doit être un véritable défi de taille pour vos agents. On ne peut pas tout simplement permettre à d'autres pays de continuer à ne pas coopérer avec nous et qu'il n'y ait pas de conséquences à cela. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour répondre à ce problème? En 10 secondes, s'il vous plaît, Madame Gorman. En fait, ça occupe beaucoup de notre temps. C'est un problème avec nos alliés. On travaille avec nos alliés pour voir ce qu'il en est des pays qui ne nous fournissent pas les documents et qui ne nous fournissent pas les documents à nos alliés. Ça prend beaucoup de temps pour nous et pour nos collègues d'Affaires mondiales. Merci, Madame de Bellefeuille, pour 2 minutes et demie, s'il vous plaît. Oui, je ne sais pas quand M. El-Sassi parle des gens d'en face, je ne sais pas s'il m'inclut dans son expression. J'espère que non. Sur les 33 000 ressortissants qui sont recherchés, dans le fond, par ordre de renvoi, je pense que M. McCurry l'a dit, le chiffre, là, ce que je comprends, est-ce que vous savez le pourcentage de personnes criminelles sur les 33 000? Je pense que vous avez dit 2 ou 3 M. McCurry, je pense. Juste vérifier. Parce que vous avez dit que vous en avez... Parce que ce qu'on cherche à comprendre, c'est notre capacité d'expulsion des criminels. Fait que là, sur les 33 000 renvois, vous cherchez les gens. Il y en a combien là-dedans qui sont des criminels? Si je peux me permettre, on parle d'à peu près 1 de cette population. 1 de 33 000 vous savez que ce sont des criminels. Quand vous les avez fait un ordre de renvoi à ces criminels-là, ce 1 %-là, vous vous êtes pas pris les moyens, par exemple, de les détenir et de les accompagner à l'aéroport pour s'assurer qu'ils quittent le pays? Ou les criminels ont un ordre de renvoi puis il n'y a aucun suivi dans le processus? Ou, En fait, plusieurs vont être détenus, mais on n'a pas nécessairement l'autorité de maintenir la détention à perpétuité. Dans certains cas, il va y avoir certaines embûches pour le renvoi. Et puis l'autorité finale, à savoir est-ce qu'une personne va être détenue ou non,
appartient à la Commission. Donc, ce n'est pas nécessairement une décision de l'Agence des services frontaliers. Donc, c'est important de prendre ça en considération également. OK, mais monsieur le Président Desmarais, mais si la personne est criminalisée puis qu'on veut qu'elle soit expulsée, OK, on peut comme pas la détenir pour toutes sortes de raisons, mais est-ce qu'on s'assure qu'il soit accompagné la journée de son renvoi pour s'assurer qu'il est embarqué dans l'avion, par exemple? Ou on laisse des criminels comme ça s'arranger que leur vol sans faire de contrôle? Plusieurs vont l'être, mais ce n'est pas nécessairement. La présence de criminalité, en fait, on englobe plusieurs types de criminalité. Évidemment, on ne parle pas nécessairement de criminalité violente dans tous les cas. Il va y avoir des renvois escortés dans une large proportion de cas, donc peut-être à peu près 10 à 15 des cas de renvoi vont être sujets justement à des renvois escortés, auquel cas on va avoir des agents de l'agence qui vont suivre la personne jusqu'à destination. Mais mettons violence conjugale, là, tu sais, une bonne volée à sa femme, là, est-ce que vous considérez que c'est une personne qui devrait être expulsée par escorte ou... Tout dépendant, c'est les agents de l'agence qui font en fait une évaluation de risque pour déterminer est-ce que la personne pose un danger peut-être pour les gens sur l'avion, est-ce qu'il y a un danger à la sécurité publique? Bien, un danger surtout de s'enfuir et peut-être de récidiver. Ça, c'est pris en considération lors de l'arrêt et puis dans les procédures justement menant au renvoi. Donc, toute cette évaluation de risque va être faite. Merci, c'est toujours très court, là, 2 minutes et demie. Merci de ces interventions. Le député Lloyd pour 5 minutes, s'il vous plaît. Thank you, Mr. Chair, and thank you. Merci, je remercie les témoins d'être venus. Merci, Madame O'Gorman. J'ai apprécié le résumé que vous nous avez fourni. Vous avez parlé de 200 enquêteurs criminels. Vous avez expliqué ce qu'ils faisaient. Mais dites-moi, est-ce qu'ils sont responsables de retrouver les ressortissants étrangers qui doivent être renvoyés? Est-ce que ça fait partie de leur tâche? Réponse, non. C'est le travail de qui de faire ça? Réponse, les agents d'application dont je vous parlais, les 550 dont je vous parlais, dont 400 sont armés. Dites-moi, on a parlé d'environ 600 ressortissants étrangers. Est-ce qu'ils ont tous été déclarés coupables? Est-ce qu'ils ont tous été accusés et déclarés coupables? Allez-y, Aaron. Dans notre inventaire, quand on regarde le cas d'une personne, dans l'inventaire, on va voir des degrés divers de criminalité. Ça peut être des crimes commis à l'étranger ou des crimes commis ici au Canada. Comme Carl vous l'a dit, 1% de l'inventaire, ce sont des personnes qui ont commis des crimes. Mais donc, ils ont été accusés. Mais qu'en est-il des personnes où il y a des suspicions? Eh bien, vous avez parlé du cas d'extorsion, par exemple. On a vu que les forces de l'ordre ont utilisé la LIPR pour interrompre cette activité criminelle. C'était le cas dans les cas d'extorsion. Dans ces cas-là, on a dit que ce n'est pas un seuil de criminalité, mais on pouvait atteindre le seuil de la LIPR pour dire qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que ces personnes prenaient part au crime organisé. On pouvait ensuite leur interdire le territoire et les renvoyer. Y a-t-il une directive pour l'ASFC pour que les enquêteurs puissent libérer des contrevenants dans la communauté et sans condition? Est-ce que ce n'est pas votre pratique? Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit? À l'heure actuelle, est-ce que vous avez une directive pour que les enquêteurs libèrent les contrevenants sans condition dans la communauté? Les libèrent de quoi? Des facilités de détention d'immigration? De où? OK, je vois que vous êtes confuse. Eh bien, je vous dirais que non. Comme Carl l'a dit, on évalue chaque cas. Chaque cas est évalué selon ses mérites et si quelqu'un est détenu, la commission peut les libérer avec ou sans condition. Ce n'est pas notre décision. Connaissez-vous le projet de loi C-75 et le système de liberté sous caution? Quel impact est-ce que cela a eu sur vos enquêtes à la SFC? Quel impact est-ce que le principe de retenue qui a été rajouté dans le projet de loi C-75 a eu sur vos enquêtes? On doit vous revenir là-dessus ultérieurement, dit Mme O'Gorman. C'est intéressant parce que moi, j'ai une directive du mois de janvier de 2020 de l'ASFC. La directive dit que les agents de l'ASFC, en raison du C-75, doivent utiliser des conditions autres
et tenir compte d'autres options que l'arrestation. Au lieu d'arrêter une personne et de l'amener en cour, il faut les libérer sans condition. Ça, c'est suite au changement du code criminel. Donc, il y a eu une directive émise à la SFC. On a dit qu'il faudrait libérer l'accusé le plus rapidement que possible. Vous parlez trop rapidement, Monsieur Lloyd. Alors, il faut imposer les conditions les moins onéreuses, y compris des conditions qui sont pratiques pour que l'accusé puisse s'y conformer. Donc, la SFC a dit qu'on pouvait ou devait libérer les contrevenants dès la première occasion. Êtes-vous au courant de cette directive? Réponse. Il faudrait que je vous revienne là-dessus. Pour ce qui est de la détention, eh bien, c'est la commission qui prend cette décision à savoir si la personne va être détenue ou pas. Donc, il va falloir que je revoie cette directive pour ce qu'il en est et voir ce qu'il en est de la prise de décision législative. Question, est-ce que les agents vous en ont parlé? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient frustrés par ces dispositions? Parce qu'on leur demande de libérer des personnes ou de recommander la libération d'une personne dès la première occasion. Je vous reviendrai là-dessus. Il me reste plus que 30 secondes. Vous avez dit qu'il y a tellement de personnes qui viennent au pays que la CISR n'a pas le temps de les renvoyer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le nombre de personnes qui rentrent au pays alors qu'ils sont interdits de territoire? Réponse. Le projet de loi C-12 va aider en la matière. Je pense que d'avoir des recommandations, d'étudier ce dossier, ça serait utile. Mais sachez que plus il y a des personnes qui rentrent au pays, plus il y aura des gens dans notre inventaire. C'est une question de flux. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Lloyd. Monsieur Polowski, vous avez 5 minutes. Merci, je vous remercie. Je suis un nouveau député au comité. Je suis nouveau au comité, donc veuillez m'excuser si je ne suis pas au courant. Vous avez parlé d'abus des droits de la personne, de la criminalité. Vous avez dit que c'est la SFC qui prend une telle décision et ça, c'est avant que les gens ne soient envoyés devant la CISR, n'est-ce pas? Réponse. Eh bien, en fait, on fait une évaluation des risques lorsque les gens arrivent au pays. Et si la personne fait une demande d'asile, à ce moment-là, la personne passe à travers ce processus. Mais qui prend la décision? La décision est faite en amont. On déclare qu'ils sont interdits de territoire. Si on est déclaré interdit de territoire, est-ce qu'on peut comparaître devant la CISR? Question, vous parlez d'un demandeur d'asile? Les demandeurs d'asile, dans ces cas-là, l'agent doit déterminer si cette personne est interdite de territoire ou pas. Si c'est une interdiction grave, on suspend la demande d'asile. On répond d'abord à cette question d'interdiction de territoire. Une fois qu'on a répondu à cette question-là, si la personne est interdite de territoire pour motif grave, cela met un terme à leur demande d'asile. Question, qu'en est-il du processus d'appel pour une personne qui a été réputée se retrouvant dans les catégories d'interdiction de territoire? Réponse. Il y a des limites en ce qui a trait au nombre d'appels possibles pour ces motifs graves. Mais il y a quand même un processus d'appel? Réponse. Ce ne sont pas tous les motifs qui sont égaux en matière d'interdiction de territoire. Ça peut être une interdiction grave. Dans ce cas-là, il y a moins de possibilités d'appel. Dans d'autres cas, si c'est moins risqué, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura plus d'appels. Question. Qu'en est-il d'une personne réputée posant un risque de sécurité? Moi, je pense que ça me pose un peu problème. Personnellement, j'ai essayé d'aider des interprètes afghans qui voulaient venir au Canada et on a déterminé que certains d'entre eux posaient des risques à la sécurité nationale. Je trouve que c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'une fois qu'on présume que vous êtes un risque de sécurité, il y a un rideau de fer qui arrive tout d'un coup devant vous et puis on vous explique pas pourquoi. Dans un cas, il y a un interprète qui s'est fait dire que en Afghanistan, à Kandahar, il était un concessionnaire et il avait vendu des voitures aux talibans. À mon avis, ça, c'est pas vraiment un motif de sécurité grave, mais il n'était pas capable de contester cela. Quand on détermine que vous êtes posé un risque grave pour la sécurité, est-ce qu'on peut quand même contester le tout légalement? Réponse.
toutes les allégations formulées par les agents sont envoyées devant un tribunal indépendant. À ce moment-là, l'avocat et le client peuvent contester les allégations. Donc, il y a quand même une possibilité. Par exemple, on pourrait montrer d'autres informations à ce moment-là. Et c'est quel tribunal? C'est la CISR. Mais ça, c'est pas le... C'est le même conseil dont la même commission dont vous parliez. Il y a plusieurs divisions dans la CISR, dans ce tribunal. Alors, eux aussi, ils ont un processus d'appel. Oui. Qu'en est-il de déterminer cet examen de risque avant renvoi? Qui s'occupe de cela? C'est l'IRCC? Oui. Et est-ce qu'il y a un processus d'appel? Eh bien, je peux vous dire que d'habitude, on peut porter appel devant la Cour fédérale. Et quand c'est un examen des risques avant renvoi, ça, c'est une décision qu'on peut porter en appel. Monsieur le Président, il me reste combien de temps? 1 minute. Vous avez... et j'ai besoin d'une réponse brève parce que je voudrais parler d'un autre point. Vous avez parlé d'autres pays qui ne voulaient pas fournir des documents au Canada. Pourquoi est-ce que les pays voudraient fournir des documents? C'est des gens qui ne veulent pas qu'ils reviennent dans leur pays parce qu'ils ont un dossier criminel. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là quand les pays ne veulent pas collaborer parce qu'ils ne veulent pas que ces gens reviennent dans leur pays? Réponse. Bien, on persiste. Parfois, ils ne disent pas non. C'est tout simplement qu'ils prennent beaucoup de temps avant de nous répondre. Donc, on fait un travail diplomatique pour obtenir les réponses. Et c'est une obligation internationale en vertu des droits internationaux. On doit fournir les documents de déplacement. Et maintenant, je propose une motion d'ajournement. Ah non! En fait, je retire ma motion d'ajournement. Ça serait très triste. Merci, Marcus. Ça serait bien dommage parce que maintenant, on cède la parole à M. Gill. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Eh bien, j'aimerais vraiment remercier les témoins d'être venus et j'aimerais vous dire que lors de ma dernière minute d'intervention, je céderai la parole à Mme Kirkland. Merci beaucoup. Le gouvernement libéral a dit que le système d'immigration, le système frontalier du Canada fonctionne bien. Alors, dites-moi, comment se fait-il qu'il y a environ 32 004 ressortissants étrangers qu'on ne trouve pas et sur ces 60 000 personnes, le ministre de la Sécurité publique ne savait que seulement où 30 000 d'entre eux se trouvaient. Est-ce que j'ai bien compris ces chiffres? Alors, pour ce qui est de votre question, qu'en est-il des personnes qu'on ne retrouve pas en ce moment? Écoutez, c'est fondamental de comprendre que ce chiffre n'est pas statique. Alors, il ne s'agit pas du même nombre de personnes qu'on ne trouve pas. C'est mouvant. Donc, quand on parle de 400 personnes qu'on renvoie par semaine, il y aura des personnes qui se trouvaient dans cet inventaire et qui étaient assujetties à un mandat. On a trouvé la personne et on les a renvoyées. Donc, vous dites chaque semaine, il y a 400 personnes qui se font renvoyer? Oui, en moyenne. Qu'en est-il de la moyenne? Vous dites que c'est 400 personnes environ par semaine? Oui, environ 400 personnes par semaine. Qu'en est-il de l'adresse de ces personnes? Qu'en est-il des adresses de ces 32 000 personnes? Des personnes pour lesquelles on a un mandat d'immigration? Eh bien, il y a des personnes qui purgent des peines en prison, donc on connaît absolument leur adresse. Et ceux qu'on ne trouve pas, qu'en est-il? Non, écoutez, il y a plusieurs choses qui se mélangent là. Pour ce qui est du mandat d'immigration, il y en a environ 33 000. Certains de ces 33 000 purgent des peines de prison. Il y a un mandat contre eux, donc quand ils sont libérés, les forces de l'ordre doivent nous appeler. Il y a d'autres personnes qui ont pris la fuite. Donc, quand on a émis cette mesure de renvoi, eh bien, ils se sont cachés. Et on est en train de les trouver aussi. Et quand on les trouve, on les renvoie. Donc, ce n'est pas les mêmes personnes. Chaque semaine, quand on parle de ces inventaires, les inventaires changent. Il y aura beaucoup de personnes dont on a parlé il y a quelques semaines qui auront été renvoyées. Donc, on trouve les gens. Il y a des cas actifs de renvoi. Mais ça prend combien de temps pour trouver ces 32 000 personnes qu'on n'a toujours pas localisées? Réponse. Eh bien, si ces chiffres étaient constants,
On pourrait le faire, on pourrait vous donner un chiffre mathématique ou un calcul mathématique, mais il y a de plus en plus de personnes qui se rajoutent dans l'inventaire chaque semaine. On retire des gens et ensuite la CISR prendra une décision, elle n'octroie pas l'asile et à ce moment-là, ces personnes se retrouvent dans la liste. Je peux vous dire, au cours des 2 derniers exercices financiers, on a émis 7 041 mandats. On a fermé 9 578 cas. Cette année, on a émis 4 706 mandats et on a fermé 2 300 cas. Donc, c'est très dynamique. Ces 32 000 personnes, ce n'est pas quelque chose de statique. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Voici ma prochaine question. Le gouvernement dit que la sécurité publique, c'est sa priorité première. Combien de ressortissants étrangers ont été appréhendés au cours des 12 derniers mois? Fournissez-nous un chiffre exact, s'il vous plaît. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons renvoyé 845 personnes au cours des 12 derniers mois. Merci beaucoup. Je cède le reste de mon temps à Mme Kirkland. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais proposer qu'on reprenne le débat sur la motion que j'ai déposée le 25 novembre au sujet d'une étude. Est-ce qu'il faudrait que je relise la motion? Non, elle figure au compte-rendu. Excusez-moi de vous interrompre. Si vous souhaitez déposer cette motion, il nous faut passer tout de suite au vote et voir si c'est la volonté du comité d'aller de l'avant. Alors, je demande au greffier de vérifier s'il y a entente en ce sens. Alors, un vote par... Excusez-moi. On voterait sur quoi? Ce serait pour reprendre le débat sur la motion de Mme Kirkland. Bien. No, Mr. Ramsey, pour la vote, pour résumer le débat. Sorry, I thought it We'll was on suspend for a few division. seconds and Nous allons suspendre pendant quelques secondes.